Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'actu UFC. C'est assez chargé en ce moment, beaucoup d'intensité. Notre but, essayer d'y voir clair, de comprendre un peu les dynamiques, les perfs importantes, et puis les gros enjeux dans l'organisation. Allez, on décortique ça. Oui, et il y a de quoi faire. On a eu des combats pour le titre, des polémiques qui enflent, bien, des questions légales aussi, encore, et bien sûr, des combattants qui ont marqué les esprits. On va regarder l'impact de tout ça. Commençons direct avec l'UFC 316, le main event Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. Domination assez nette. Ah oui, une soumission au deuxième rang. Étranglement nord-sud. C'est sa première soumission à l'UFC d'ailleurs. C'est ça. Et ça fait 13 victoires de suite pour lui. C'est la 4e plus longue série de l'histoire, je crois. Exactement. Et au-delà des chiffres, c'est vraiment la manière. Neutraliser O'Malley comme ça. Il est tellement créatif d'habitude. O'Malley lui-même l'a reconnu. Il l'a traité de mother fair. Ça veut tout dire sur la performance. Tout à fait. Ça le place vraiment comme un potentiel plus grand des poids coqs. C'est une vraie question maintenant. Et juste avant ça, dans la même soirée, changement de titre aussi, mais chez les femmes, toujours poids coq. Oui, Kayla Harrison, l'ancienne double championne olympique de judo, elle a soumis Juliana Peña pour prendre la ceinture. Son parcours depuis le PFL est fulgurant quand même. Carrément. Et le plus fou, c'est ce qui se passe après, Amanda Nunes. Ah oui, la légende, retraitée, qui laisse entendre qu'elle pourrait revenir. Juste pour Harrison. C'est ça, le méga combat dont tout le monde rêve maintenant. Imagine un peu l'affiche. Ça redynamiserait complètement la catégorie, c'est sûr. Et pour l'UFC niveau marketing ? C'est énorme. Qu'est-ce qui pourrait le faire revenir ? Le défi ? L'argent ? Bon, difficile à dire, mais rien que l'idée, ça excite tout le monde. Il y avait même Donald Trump là pour féliciter Harrison, ça ajoute une petite touche médiatique en plus. Ok, changeons d'ambiance. On passe à un sujet plus entendu. Jon Jones. Ah, Jon Jones. Oui, ça gronde pas mal autour de lui. Des accusations contre l'UFC, ce refus supposé d'affronter Tom Aspinall. Sauf pour une somme démentielle apparemment. Et le truc qui a circulé sur X, comme quoi l'UFC aurait accepté ces demandes, un faux ou un tox ? C'est ça qui est intéressant. Si c'est vrai, ça le mettrait dans une position un peu délicate, non ? Vis-à-vis des fans, des autres combattants. Surtout qu'Aspinall, lui, il bouge. Le champion intérimaire, il a partagé une pétition pour que Jones soit destitué pour inactivité. Exactement. Donc, grosse tension chez les poids lourds. L'avenir de Jones, c'est le flou total, là. Mais il n'y a pas que ces grosses têtes d'affiche. Il s'est passé d'autres choses importantes récemment. L'UFC 315 à Montréal, par exemple. Oui, le retour au Canada, c'était attendu. Avec des fortunes diverses pour les Français, d'ailleurs. C'est vrai. Manon Fiorot qui perd contre Shevchenko, c'était une déception. Mais Benoît Saint-Denis qui gagne par soumission, ça c'était bien. Tout à fait. Et on a eu un nouveau champion chez les welters aussi. Jack Della Maddalena, il ne faut pas l'oublier. Et puis, les nouveaux visages qui pointent le bout de leur nez ? Exactement. Patchy Mix, qui vient du Bellator, il a réussi ses débuts à l'UFC 316. Et ce Michael Morales, toujours invaincu, 17-0 après son TKO, ça pousse derrière. Bon. Et en dehors de la cage, il y a toujours cette affaire antitrust. Oui, ça revient encore. Oui, une nouvelle plainte déposée par Phil Davis cette fois. Les accusations sont similaires aux précédentes en fait. C'est-à-dire ? Toujours ces histoires de pratiques pour limiter les salaires, le pouvoir de négociation des combattants. C'est ça en gros, utiliser la position dominante de l'UFC pour contrôler le marché des combattants. C'est ce qui est allégé. Le fait que ça revienne sans cesse, même après des règlements passés, qu'est-ce que ça dit ? Ça pose une vraie question sur le modèle économique de l'UFC, sur sa durabilité sous sa forme actuelle. Si ces plaintes aboutissaient à des changements forcés, ça pourrait redéfinir pas mal de choses dans les contrats, dans la relation combattant-organisation. C'est un dossier lourd à suivre de très près. Alors si on essaie de faire une synthèse rapide, on a Dvalishvili qui s'affirme vraiment comme le patron, Harrison qui arrive et qui fait rêver d'un choc énorme avec Nunes, Jones qui est au milieu d'une tempête médiatique et contractuelle. Et à côté de ça, des nouveaux qui montent, des champions qui changent, et cette pression légale constante en arrière-plan. C'est un sacré mélange. C'est ça l'UFC, non ? Un mélange permanent de sport de très haut niveau, de stratégie média, de personnalité forte, et puis de ces défis structurels, légaux. Le sportif pur n'est jamais isolé du reste. Du coup, ça nous laisse avec une question pour la suite, peut-être. Au-delà des résultats immédiats, comment toutes ces tensions sportives, légales, médiatiques vont s'influencer les unes les autres ? Comment ça pourrait remodeler l'équilibre des forces dans les mois à venir ? Exactement. Ça va être passionnant à observer. Voilà de quoi discuter en tout cas. Merci d'avoir écouté.